Bonsoir à tous, bienvenue dans 27-27, la grande conversation des citoyens européens. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, faut-il abolir l'héritage ? Aujourd'hui, en France, 60% des patrimoines sont hérités contre 35% au début des années 70, ce qui renforce profondément les inégalités. Mais l'héritage, c'est aussi une transmission familiale, un lien tissé à travers les générations. Alors que faire ? Le supprimer, le plafonner, le limiter, le surtaxer ? Et l'héritage, cela représente quoi pour vous ? On a posé la question aux Européens éclairés, militants ou experts de notre atelier organisé en amont de cette émission. Spontanément, je dirais problème. Inégalité. Antidémocratique. Actif. Continuation. Compliqué. Succession. Un héritage qui est un moment important dans l'histoire d'une famille. Et pour en débattre, nous recevons Stéphane Gozepat, professeur de philosophie à l'Université libre de Berlin. Il plaide pour une abolition totale de l'héritage. Face à lui, Paloma Alonso, membre de l'association Stop Sucesiones. Elle est devenue la femme la plus endettée d'Espagne après avoir hérité de son père en 2004. La faute aux impôts, selon elle, qui l'ont ruinée. Aujourd'hui, elle milite activement pour la suppression des droits de succession. À leur côté, André Masson, économiste, directeur de recherche au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales. Il propose une solution pour garantir les droits de succession en France. Notre reportage nous conduira en Allemagne où certains décident de ne léguer leur patrimoine ni à leur famille, ni à l'État. Voilà ce que je viens de retrouver qui peut vous intéresser. Ce sont des tableaux qu'on a reçus par des legs. On les rassemble ici et ensuite on les met aux enchères. Ils rapportent pas mal d'argent pour la bonne cause. Et enfin, dans notre grand entretien, je recevrai Nicole Lapierre, anthropologue, sociologue et directrice de recherche émérite au CNRS. Ensemble, nous explorerons la notion de transmission immatérielle, l'autre visage de l'héritage. Voilà, c'est le programme de 27, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine, à mes côtés, Corentin Chrétien-de-Rose. Yassas, Corentin ? Yassas, Nora. Ça, je sais que c'est du grec. Ouais, mais c'est du grec chypriote. Ah, ben voilà. Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données clés et être le rapporteur du débat que nous organisons en ligne avec des Européens, experts, militants ou simples citoyens avant chaque émission. Et oui, cette semaine, nous avons réuni des Européens pour qui l'héritage, c'est un sujet de recherche, des économistes ou des sociologues, mais d'autres pour qui l'héritage est un métier, des généalogistes, avocats, conseillers financiers venus de toute l'Europe. Et enfin, une jeune femme pour qui l'héritage, c'est une réalité, puisque nous avons reçu l'héritière de l'une des familles les plus riches d'Europe. Ensemble, on a débattu et on s'est demandé si tout cela était bien mérité. Oui, et effectivement, vous pouvez nous retrouver, Corentin et moi, désormais sur la chaîne YouTube de 27, pour visionner l'intégralité de ces débats. Alors, le patrimoine doit-il se transmettre librement d'une génération à l'autre ou faut-il y voir le lit des inégalités ? Vous avez résumé ce débat, Corentin, c'est votre pourquoi de la semaine. Hôpital de Léon, novembre 2022. Mina et Nour naissent à 23h12, à 1 seconde d'écart et 2 mètres de distance. A priori, elles se ressemblent. 2 bras, 2 jambes et un appétit vorace. Mais dans 30 ans, Mina héritera d'une villa en Italie, d'un capital immobilier estimé à 240 millions d'euros et de 25% des parts de l'entreprise familiale. Nour héritera d'une voiture sans clignotant et d'une prédisposition à l'amertume. Normal. Les inégalités, ça fait partie de la vie aussi, il faut l'accepter. La transmission par l'héritage, ça heurte l'équité parce que la personne reçoit indépendamment de son mérite et de son talent. En Allemagne, en France ou au Royaume-Uni, l'héritage représente près de 60% de la richesse totale accumulée et le chiffre augmente. Concrètement, ça veut dire que si Mina est riche, c'est principalement parce que ses parents l'étaient et parce que leurs parents l'étaient avant eux. Et avant eux. Peu importe là où vous vivez, les 10% les plus riches posséderont toujours 80% des richesses du pays. Et ça se transmet généralement par l'héritage. Je pense que c'est profondément injuste et antidémocratique. Depuis 30 ans, la concentration de la richesse augmente partout dans le monde. Même en Europe, les inégalités se creusent et se transmettent sur des générations. Ajoutez des costumes en soie et un peu de clavecin, ça y est. Vous avez reculé de 3 siècles. C'est un système féodal, la suprématie génétique. Et ça ne va pas très bien avec la démocratie. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on conçoit un impôt qui permette de couper court aux dynasties patrimoniales. Pour les dynasties, on a une solution. Mais c'est peut-être un peu radical. Alors quoi ? Comment on redémarre tous à zéro ?
Un pays a déjà interdit l'héritage. C'était la Russie, en 1918, et elle a très vite reculé. On s'est aperçu que l'intérêt collectif n'était plus protégé parce que la personne qui savait qu'elle n'allait pas pouvoir transmettre le fruit de son travail, elle n'entretenait pas le bien. En fait, elle le poussait jusqu'à sa décrépitude et les biens n'étaient plus entretenus. En France, on taxe l'héritage direct jusqu'à 45%, le record d'Europe. À l'inverse, Suède, Autriche et Norvège ont aboli les droits de succession. Quelle est la bonne méthode? L'équilibre. Marielle a travaillé toute sa vie pour offrir un avenir à sa fille. Est-elle coupable de vouloir lui transmettre plutôt qu'au président? Beaucoup de personnes n'ont pas envie de payer l'État, parce que dans beaucoup de pays, les gens ne pensent pas qu'il fait du bon travail. Mais grâce à l'État, Marielle transmet aussi un service public, un hôpital, une école. Ça aussi, c'est du patrimoine. Est-ce que c'est plus important qu'une chevalière? Les gens sont très attachés à la transmission parce que ça permet d'apaiser l'angoisse devant la mort. D'accord. Mais comment apaiser l'angoisse de naître dans un monde inégalitaire? Comment fait-on pour que le destin de Mina et Nour ne soit pas tracé à l'avance et avant même leur naissance? Comment faire pour faire en sorte de créer une société égalitaire dans cet environnement? C'est la question qui nous est posée. Paloma, l'un des intervenants justement du Pourquoi, disait « Bon, finalement, les inégalités, ça fait partie de la vie et il faut l'accepter ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde ne peut pas être pareil. C'est vrai qu'il faut donner de la valeur à l'effort. Et moi, par exemple, qui suis directement touchée par cette taxe, je suis dans une situation dramatique. J'ai 2 jeunes enfants de 2 et 5 ans. Et en ce moment, ils souffrent de la pauvreté. Parce que je ne peux pas subvenir à leurs besoins. C'est très bien d'aider, c'est très bien l'égalité, mais pas au détriment de ceux qui fournissent un effort, pas en le donnant à d'autres qui ne font peut-être pas d'effort. Stéphane Gozepat, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette idée que finalement, bon, l'héritage crée des inégalités, mais c'est pas grave, le monde est inégalitaire? Le monde n'est pas inégalitaire par nécessité, on peut le changer. Et la justice exige de nous de le changer. Nous ne voulons pas que les élèves dépendent de la situation de leurs parents pour leur parcours. Nous essayons de mettre en place l'égalité des chances à l'école, par exemple. Et maintenant, la question est de savoir pourquoi nous ne faisons pas de même avec les actifs financiers dont les enfants pourraient hériter. André Masson, vous êtes d'accord? Oui, enfin, Dame Nature a fait que certains sont beaux, d'autres sont laids, que certains sont nés dans une famille aimante et harmonieuse, d'autres non, et que certains vont hériter beaucoup, d'autres pas. Le vrai problème pour les héritages, c'est que l'héritage et les donations, les transferts financiers, sont la partie émergée de l'iceberg des transmissions familiales, et les autres transmissions, capital humain, culturel et social, sont fortement inégalitaires. Donc pour certains, puisque ces transmissions-là ne sont pas taxées et qu'on ne peut rien faire contre, ne taxons pas non plus les héritages. Alors, il y a l'égalité, effectivement, et de l'autre côté, Corentin, il y a la liberté, celle de transmettre le fruit d'une vie de labeur à ses enfants, et beaucoup d'Européens sont finalement opposés à ce qu'on les en empêche. Exactement. 8 Français sur 10 sont opposés à une hausse des taxes sur l'héritage. En Allemagne, c'est 7 personnes sur 10 qui considèrent ces mêmes taxes sur l'héritage comme fondamentalement injuste. Alors on pourrait se dire que hériter d'une villa en Italie, ça aussi, c'est fondamentalement injuste. Oui, mais l'héritage, c'est pas toujours des châteaux en Espagne ou des millions sur un compte en Suisse. Selon les invités de notre atelier, l'héritage, avant tout, c'est un symbole. Une succession, ce n'est pas simplement la transmission d'un patrimoine, c'est d'abord un lieu de mémoire. Parce qu'une personne vient de décéder, et cette personne, elle a des racines, elle a laissé de la famille autour d'elle, et c'est le moment où tout le monde va se réunir autour du souvenir de cette famille. On le voit chez les notaires de France, c'est l'idée de transmission, quel que soit le patrimoine. On a parfois des patrimoines de quelques milliers d'euros où les gens sont très attachés à la transmission parce que ça permet de savoir que leur patrimoine, leur vie va se transmettre. Stéphane Gozepat, vous entendez l'idée que derrière la transmission d'un patrimoine, aussi petit soit-il, il y a quelque chose d'une forme d'identité aussi qu'on transmet et que c'est ça aussi derrière ? J'aimerais que la transmission des biens symboliques soit exclue de l'abolition de l'héritage pour laquelle je plaide. Les choses dont les gens se souviennent et dont ils veulent continuer à se souvenir. Maintenant, il faut bien sûr introduire une certaine limite à la valeur de cette transmission symbolique. Bien entendu, à moins qu'elle ne soit une écrivaine célèbre, l'album de poésie de ma grand-mère n'a probablement pas beaucoup de valeur. Mais certaines personnes diront justement que la grande maison de leurs parents constitue un souvenir important.
Et avec la crise immobilière, c'est un bien qui coûte quelques millions d'euros. Donc il faudra poser des limites. Mais en principe, je suis favorable à ce que ces biens symboliques puissent être transmis. Mais Paloma Alonso, l'héritage de votre père, justement, devait être une transmission plutôt symbolique. Hein. Il n'y avait pas non plus un grand patrimoine. Mais il s'est transformé en cadeau empoisonné. Je le disais en introduction, vous êtes désormais la femme la plus endettée d'Espagne. Racontez-nous comment ça s'est passé. Au décès de mon père, j'ai hérité d'un terrain qui représente 95% de mon héritage. Et les 5% restants sont la résidence principale et quelques propriétés en indivision avec mes oncles et tantes, les frères et sœurs de mon père. L'héritage a été géré et le fisc a réclamé 40 000 € qui ont été versés. Mais au bout de 2 ans, le fisc vient me dire non, ce n'est pas 40 000 €, c'est 600 000 €. Bien sûr, si j'avais déjà eu du mal à payer 40 000 € avec le soutien de ma mère et en cherchant de l'aide, 600 000 € c'était impensable. Donc je n'ai pas pu payer ces charges sur l'héritage. Et en plus de cela, ils m'ont réclamé une amende de 300 000 € pour avoir refusé de payer. Et cela a augmenté et augmenté avec des intérêts colossaux chaque année, ce qui a transformé les 600 000 € en 2,5 millions d'euros. Et chaque année, on me rajoute 100 000 € d'intérêts. Donc peut-être que d'ici 7 ans, je serai redevable de 3 millions d'euros. Mais pourquoi, dans ce cas, ne pas vendre ce patrimoine pour pouvoir tout simplement effacer cette dette ? Pouviez-vous refuser cet héritage ? Je n'ai pas pu refuser l'héritage parce qu'en Espagne, le système est, pour le dire poliment, très mal fait sur ce point. Vous avez 6 mois pour décider d'accepter ou non, mais personne ne vous explique rien. Ils m'ont annoncé combien je devais seulement 2 ans plus tard. Je n'avais plus aucune échappatoire. J'étais déjà totalement coincée. Stéphane Gosepat, on voit à quel point aussi, quand on n'a pas de patrimoine soi-même, recevoir parfois un petit patrimoine, ça peut vous mettre en difficulté quand il faut payer des droits de succession, qu'on n'a pas les liquidités. Dans ce cas-là, comment on fait ? Effectivement, le fait de devoir vendre un terrain, une maison ou un appartement pour obtenir des liquidités est souvent considéré comme difficile par les héritiers. Mais en même temps, pourquoi ces gens devraient-ils pouvoir garder une grande maison et pas les autres ? On pourrait aussi penser qu'il est souhaitable que les maisons, les terrains, etc. soient remis sur le marché. Et on pourrait aussi dire qu'il est bon que la classe privilégiée soit contrainte, à un moment donné, de le faire au fil des générations. Finalement, en fait, ce que vient de nous dire Stéphane Gosepat, c'est pas plus mal que ces patrimoines aussi circulent. À un moment, il va falloir accepter de lâcher cette dimension, y compris symbolique, de l'héritage. Je suis totalement en désaccord sur le fait que l'on soit obligé de donner son héritage à l'État. La plupart du temps, les héritages sont de petits héritages, le fruit de l'effort, de l'épargne. Et la seule chose qu'ils donnent à l'enfant, le fils, la fille ou la personne qui hérite, c'est une petite aide. Ce n'est pas pour vivre comme une personne riche, c'est l'inverse. Alors pourquoi devrais-je prendre mon héritage pour le donner à une autre personne dans le besoin, alors que mes enfants n'ont absolument rien du tout et moi non plus? Je trouve ça super injuste. Et je suis la seule à pouvoir en parler en connaissance de cause, car j'en suis victime. Alors, Corentin, là, on a eu le cas espagnol, mais on voit bien qu'en Europe, la question de l'héritage, elle n'est pas très claire. Est-ce qu'ils sont taxés ou pas ? Alors, en Europe, vous avez 2 grandes approches. D'un côté, vous avez les pays qui taxent l'héritage. C'est la majorité des pays. Vous avez par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie. Vous êtes taxé en fonction de ce que vous gagnez. Plus vous allez hériter d'argent, plus vous êtes taxé. Et par ailleurs, en fonction de votre lien avec le défunt, plus vous êtes éloigné, comme vous le disiez, et plus vous allez être taxé. Quand vous êtes en revanche en ligne directe, c'est-à-dire de parents à enfants, eh bien, vous allez avoir un seuil d'exemption. Alors là, il diffère selon les pays, selon les régions, même selon les communautés autonomes en Espagne. C'est assez compliqué. Par exemple, aux Pays-Bas, vous pouvez gagner 21 000 € avant d'être taxé. C'est très peu par rapport au reste. En France, ce seuil est à 100 000, en Allemagne à 400 000 et en Italie à 1 million avant de payer un impôt. Et puis de l'autre côté, Corentin, il y a les pays qui ne taxent pas du tout l'héritage. Oui, alors certains pays n'ont jamais taxé l'héritage direct. C'est le cas au Luxembourg ou dans les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Et puis, ces pays sont de plus en plus nombreux. En 20 ans, 6 pays européens ont supprimé les taxes sur l'héritage qui existaient auparavant. C'est le cas au Portugal, en Suède, en Slovaquie, en Autriche, en Norvège et en République tchèque. Alors, on en a débattu dans l'atelier. Faut-il, oui ou non, taxer l'héritage ? Ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est qu'en France, il y a à peu près un tiers des personnes qui ne vont rien recevoir. Un tiers qui vont recevoir très peu.
en moyenne moins de 8 000 euros, et que finalement, seul le dernier tiers va recevoir quelque chose de conséquent, avec en son sein des inégalités et des écarts là encore très importants. Et je pense que c'est essentiel de taxer cette manne qui est de plus importante, puisque depuis 40 ans, les flux successoraux ne font qu'augmenter, alors que ce qu'on en récolte via l'impôt stagne. Je ne suis pas en désaccord avec l'idée de taxer les gens. Mais il faut se rappeler que n'importe quelle personne qui a construit un patrimoine a déjà été taxée dessus. Donc taxer cela à nouveau crée un gros problème. C'est une double imposition. Plusieurs études nous permettent de dire que l'important pour les gens, c'est ce qu'ils laissent à leurs enfants. Donc, si c'est cela qui les motive à épargner, alors une taxe confiscatoire aurait un effet très important sur l'économie. Les gens mettraient moins d'argent de côté durant leur vie, peut-être même qu'ils travailleraient moins. Si vous savez que toutes vos économies vont être prises à votre mort, votre propension à créer une entreprise et à construire un patrimoine va baisser, parce que vous pouvez mourir demain. Stéphane Gozepat, est-ce que vous entendez cet argument qui est, en fait, si on sait que l'héritage va être taxé, ça ne nous pousse pas en fait à construire, ça ne nous pousse pas à mettre en place une entreprise. On entendait également l'exemple russe où finalement, quand on a aboli l'héritage, on s'est rendu compte que les gens ne prenaient pas soin de leur patrimoine. C'est très bien que vous ayez montré les différents pays et les différentes pratiques en matière d'imposition de l'héritage, car on voit qu'en fonction des pays, on fait les choses différemment et que nous sommes souvent très influencés par ce qui se passe dans notre propre pays. Les arguments économiques qui sont avancés contre le fait de taxer fortement l'héritage, ou comme je le voudrais de le supprimer totalement, sont en général toujours empiriques. Essentiellement le fait que cela supprimerait l'incitation à continuer d'être productif. Donc vers la cinquantaine, on s'allongerait dans un hamac et on dirait « j'ai gagné assez d'argent, je ne fais plus rien ». Pour une personne très productive, ce n'est évidemment pas favorable à l'économie. L'autre argument, c'est qu'on ne mettrait pas d'argent de côté si l'on sait qu'on ne va pas le transmettre. Il faut alors réagir avec beaucoup de finesse en matière de législation fiscale. Si la productivité ou le taux d'épargne diminue dans le pays, il faudra alors modifier la loi. Oui, mais André Masson, justement, comment, à défaut d'abolition, faire en sorte qu'on puisse véritablement taxer ce capital ? Oui, alors, si on regarde ce qui a été proposé dans l'histoire, je vous cite juste Proudhon, par exemple, la propriété c'est de vol. La suppression de l'héritage au profit de l'État, ce serait le communisme gouvernemental, la pire des tyrannies, une sorte de panthéisme où il n'y aurait pas plus de société que de famille, pas plus de famille que d'individus. Donc Proudhon, qui est de gauche, entre guillemets, lui, il ne supporte pas même l'idée. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que la transmission de la propriété privée, ça n'est qu'un symptôme, un reflet de son inégale répartition. Il faut d'abord agir en amont. Donc, si on fait une révolution, il faut d'abord rendre du vivant des gens la société plus égale. Oui, mais alors tout l'enjeu, justement, c'est ça. C'est comment de notre vivant aujourd'hui, dans cette dimension de transmission qui, on voit bien, est aussi très symbolique, comment est-ce qu'il faut taxer pour faire en sorte de rétablir ces inégalités profondes ? Eh bien, ce que dit Proudhon, c'est que créer une société égale, et l'héritage sera égal. Donc agissez en amont. Faites un impôt sur la fortune, comme le veut Thomas Piketty. Si on a une société relativement égale, ce qui se passe à l'héritage, on s'en moque. Alors, Corentin, un argument aussi est revenu dans le débat entre nos Européens éclairés, c'est qu'en taxant l'héritage, on va pénaliser aussi les classes moyennes. Oui, c'est l'argument classique. Mais voilà, la question qui s'est posée dans le débat, c'est est-ce que ces classes moyennes sont vraiment la cible principale des taxes sur les successions ? En France, notamment, beaucoup de successions sont des successions qui sont relativement modestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes fortunes qui sont transmises, il n'y a pas l'occasion de percevoir énormément d'impôts. La plupart des dossiers que nous rencontrons, c'est la maison, c'est le compte bancaire, ce sont des efforts d'une vie qu'on est heureux de transmettre à ses proches. On a l'impression que l'enjeu, c'est est-ce qu'il faut ou pas empêcher les gens de transmettre le fruit de leur travail, quand j'entends les autres parler. Je pense que l'enjeu n'est pas du tout là, puisque aujourd'hui, les inégalités de patrimoine, elles ne sont pas liées à l'épargne qu'on tire par son travail, aux efforts pour mettre de côté. Et la question des inégalités, c'est la question des grosses successions. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on conçoit un impôt qui permette de couper court aux dynasties patrimoniales. Couper court aux dynasties patrimoniales, ça pose la question en fait de qui il faut taxer. Quand on dit abolir l'héritage, Stéphane Gozepat, de qui vous parlez ? C'est des grandes dynasties patrimoniales, comme le souligne à l'instant Camille Erlin-Giret ?
Sur le plan politique, la cible, ça reste bien sûr les grandes fortunes. Et je pense que même une fortune moyenne est injuste. Politiquement, il est évidemment plus important de s'attaquer aux grandes fortunes. Mais quand il s'agit d'entreprises, et nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est très souvent le cas, ce n'est pas seulement la fortune qui est transmise, mais la direction d'une entreprise qui, le cas échéant, peut représenter un facteur de pouvoir très important dans un petit village. Et nous avons aussi affaire à des transferts de pouvoir sur une base dynastique, ce que nous trouvons encore plus injuste. Mais Paloma Alonso, vous portez là sur votre chemisier un petit badge qui dit Stop Successiones. C'est le nom de l'association que vous portez. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait, quand on parle de dynastie patrimoniale, quand Stéphane Gauzepat à l'instant nous dit ces grandes entreprises qui transmettent aussi du pouvoir, vous comprenez que c'est difficilement audible? Excusez-moi, mais il me semble que tout ce que j'entends est scandaleux. Moi, je représente plus de 3 millions de personnes qui font partie de l'association. Et en Espagne, plus de 87% de la population est contre les droits de succession. On en revient toujours à la même chose. Les impôts sur les successions retombent toujours sur la classe moyenne. Et je pose la question, pourquoi une tierce personne aurait-elle plus le droit de recevoir l'héritage de mon père que moi? Parce que c'est un sacrifice. Les droits de succession, c'est une double imposition. Parce que durant toute ta vie, tu as payé l'impôt pour l'acquisition de ce bien, pour l'entretien, pour le patrimoine, pour un tas de choses. Le résultat est que nous revenons toujours au même point. Les grandes fortunes ne payent pas d'impôts, ni au début, ni à la fin. Corentin, le vrai objectif des impôts sur les successions, ce sont les dynasties patrimoniales. Donc, justement, dans notre atelier, nous avions aussi l'héritière de l'une des familles les plus riches d'Europe. Oui, elle s'appelle Marlène Engelhorn, c'est l'héritière de la famille qui a créé BASF, le géant de la chimie. Et elle va donc hériter de dizaines de millions d'euros. Et elle est autrichienne, donc pas un seul de ces millions d'euros n'ira à l'État, puisque l'Autriche ne taxe pas l'héritage, comme vous l'avez entendu. Et elle trouve ça fondamentalement injuste. Avec d'autres millionnaires, elle a donc créé une association, Tax Me Now, en français, Taxez-moi maintenant. Il ne s'agit pas de prendre la collection de cuillères en argent de grand-mère. Il s'agit d'empires immobiliers, de 30 ou 300 propriétés, voire plus. Il s'agit de millions, parfois de milliards d'euros et d'actifs. Moi, je suis née dans l'une des familles les plus riches de la partie germanophone de l'Europe. Une grande fortune a été accumulée, en particulier dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et elle est désormais transmise d'une génération à l'autre, juste parce que j'ai le bon nom de famille. Mais moi, je veux pouvoir vivre dans une société dont le but premier est d'assurer une bonne vie pour tous. Je devrais pouvoir échanger de place avec n'importe qui, peu importe son statut social, et ne pas avoir peur d'avoir une vie horrible. Mais nous, en Autriche, on n'a pas de taxe sur l'héritage. On est ce genre de pays. Et en plus, on traite ceux qui n'ont rien comme de la vermine. Et ça, c'est profondément injuste et antidémocratique. André Masson, Marlène dit, voilà, c'est profondément injuste, antidémocratique. On traite en fait les gens qui n'héritent pas de vermine finalement. Ça rappelle un peu une forme de mépris de classe. C'est ça que ça veut dire au travers de cette transmission patrimoniale. Vous entendez du coup ces arguments? Je crois qu'on est beaucoup trop maintenant sur deux options radicales. Abolir l'héritage et de l'autre côté, du côté de Paloma, dire suppression de l'impôt. Attention, si on fait un référendum sur ces deux options, il n'y a pas de problème. Il va y avoir 95% et plus pour la suppression des droits de succession et l'abolition de l'héritage. Donc, si on veut défendre les droits de succession, la solution, c'est proposer une vocation complémentaire aux droits de succession à celle de réduction de l'inégalité des chances. Si on ne fait pas ça, on va tomber sur Paloma. Dans quelques années, il y aura une harmonie fiscale en Europe, plus de droits de succession nulle part. Mais ce qu'on entend aussi, justement, Paloma Alonso, dans ce que nous dit Marlène, c'est qu'en Europe, la moitié des milliardaires ont hérité de leur fortune. En France, c'est carrément 80%. En fait, on est riche parce que nos parents étaient riches. Est-ce que le risque, en faisant en sorte de complètement abolir ces droits, c'est de ne pas retourner à un système monarchique où il y a ceux qui possèdent et les autres? Cette dame, Marlène, je respecte tout à fait son opinion. Mais bon, c'est bien beau de faire de la propagande depuis une Ferrari. Et puis vraiment, ok, en Autriche, on ne doit pas payer d'impôts. Mais si elle est contre, elle n'a qu'à en faire don à l'État. Qu'elle renonce. Tu dis, mais tu ne fais pas. Tu veux aider,
Tu veux l'égalité? Eh bien écoute, libère-moi de ma dette et permets à 2 jeunes enfants d'être des citoyens européens libres, s'il te plaît. Oui, bah alors justement, il y en a qui vont jusqu'au fait, vous êtes prise au mot, Paloma, la moitié de la fortune héritée dans toute l'Allemagne va aux 10% les plus riches, justement. Et comme Marlène, en Autriche, certains Allemands fortunés réclament une taxation bien plus forte pour ne pas laisser les inégalités se creuser. Mais en parallèle, de plus en plus de citoyens envisagent de léguer leur fortune à une cause, justement, qui leur est chère. Une manne potentielle pour une multitude d'ONG et d'associations, à condition de réussir à lever ce tabou. Reportage à Francfort de Marie-Claire Polo. J'ai tout simplement écrit testament en haut. Puis, moi, Reinhard Schmidt, né à telle date, je désigne comme héritier à parts égales Amnesty International et SOS Village d'enfants. Reinhard Schmidt est veuve depuis 2 ans et n'a pas d'enfant. Révolté par les atteintes aux droits de l'homme, cet ancien banquier dans le développement est bénévole au sein de l'ONG Amnesty International. À sa mort, sa maison et son épargne n'iront pas à ses neveux, mais à une bonne cause. Et pour lui, ce choix est tout naturel. Pour moi, c'est une continuité. Parce que déjà, pendant ma carrière, je donnais à Amnesty International. Tout ce que je peux faire pour lutter contre ces injustices, eh bien, je veux le faire. Selon une étude, un senior allemand sur 4 envisage de faire comme Reinhard Schmidt, léguer ses biens à une œuvre caritative. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est même 1 senior sur 2. Leur générosité se porte vers les droits de l'homme, la recherche médicale ou encore la protection des animaux et de l'environnement. Pour préserver ce parc national en Tanzanie et de nombreux autres à travers le monde, la Société zoologique de Francfort bénéficie chaque année d'une 40aine de successions. Voilà ce que je viens de retrouver qui peut vous intéresser. Ce sont des tableaux qu'on a reçus par des legs. On les rassemble ici et ensuite on les met aux enchères. Ils rapportent pas mal d'argent pour la bonne cause. Les successions représentent 12% des ressources de l'organisation. Alors, le directeur financier a dû endosser un nouveau rôle. Il est devenu exécuteur testamentaire. Nous avons des choses de grande valeur. On a vu les tableaux, mais on a aussi des timbres postaux, des bijoux et parfois même des restes de gains de loto. Cette mission si particulière le place au cœur de situations intimes et familiales, parfois très tendues. On a eu un coup de téléphone vraiment dur au sujet d'une femme qui avait déshérité son mari. Elle avait dit que tout le mobilier, tout l'inventaire de l'appartement devait nous revenir à nous. Là, le mari se retrouvait sans rien du tout. Et il a fini par nous dire « Eh bien, avant de vous donner tout ça, je vais y mettre le feu et après, je me tue. » Donc oui, c'était très très menaçant. Les associations rivalisent d'arguments pour attirer les legs, comme dans cette publicité. Merci Anna. Merci Anna. Vous aussi, pensez à une bonne cause pour votre testament. À l'origine de cette campagne, une agence de communication spécialisée dans la collecte de fonds. L'objectif, lever le tabou de l'héritage. Imaginez-vous une mère ou un père qui dit à ses propres enfants « Viens, on parle de ce qui va se passer quand je vais mourir ». Souvent, les enfants ont tendance à dire « Je ne préfère pas », comme si on allait mourir le lendemain. Donc ils n'osent pas. Cette initiative, qui fédère 25 associations, ne s'y trompe pas. Le potentiel financier de l'héritage est énorme. Avec le vieillissement démographique, une vague de succession s'amorce en Allemagne. Entre 2015 et 2024, le montant total estimé des héritages devrait atteindre une moyenne de 300 milliards d'euros par an. De quoi couvrir 3 fois les dépenses publiques allemandes pour la protection sociale. Si nous, les associations, on n'obtenait qu'une petite partie de cette somme, ne serait-ce qu'1%, ça ferait déjà 3 milliards par an. Mais le choix de la philanthropie ne fait pas l'unanimité. Convaincu que l'héritage nuit à la méritocratie, cet ancien banquier d'affaires a prévenu ses 3 enfants.
Son argent ne leur reviendra pas. Il ne travaille plus et compte profiter de sa fortune. Pour lui, le legs associatif n'est pas une solution. Tout dépend de ce que l'on appelle une bonne cause. Comment peut-on définir ce qui est bon ? Quand les gens lèguent leur argent à je ne sais quelle organisation ou fondation pour donner leur nom à l'aile d'un hôpital, je crois que c'est une tentative de se rendre immortel. Et du point de vue philosophique, si je puis dire, j'ai un problème avec le fait d'exercer du pouvoir après ma mort. Alors l'ancien banquier préfère compter sur l'État, qui devrait selon lui taxer l'héritage des grandes fortunes à 100%, bien loin du système allemand en vigueur et de ses généreuses exonérations. Stéphane Gauzepat, est-ce que, à défaut, puisque c'est votre position, d'abolir complètement l'héritage, est-ce que le fait de léguer à des associations comme ça pourrait être un pis-aller pour vous ? Marlène a raison, il ne s'agit pas de renoncer individuellement à son héritage, aussi généreux que cela puisse être. Il s'agit de faire un changement structurel, de mettre fin à l'injustice dans la société. Et cela signifie prendre de l'argent pour que les individus les plus faibles de la société puissent en avoir davantage. Et c'est pourquoi il existe des initiatives. Le revenu citoyen pour tous, héritage citoyen pour tous, pour que tout le monde reçoive à 18, 20, 25 ans une certaine somme qui pourrait être très élevée, pourquoi pas, et qui puisse permettre aux jeunes d'avoir le capital nécessaire pour pouvoir démarrer dans la vie. Oui, mais alors, la problématique aussi, quand on parle de cette dynastie patrimoniale, c'est que quand un État européen peut potentiellement essayer de lutter contre ces inégalités, finalement, il suffirait d'aller chez le voisin et de faire en sorte que l'héritage ne soit pas complètement taxé. Oui, c'est exactement ce que nous ont dit les membres de notre atelier. Vous pouvez augmenter les taxes sur l'héritage, aller à 75-80%, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, les taxes, les capitaux et les humains peuvent se déplacer librement, et donc il suffit d'aller dans le pays voisin. Stéphane Gauzepat, cette idée que les grandes fortunes, finalement, elles ont la capacité de fuir, elles peuvent échapper à l'impôt, quoi qu'il arrive, ça pose finalement aussi cette question, est-ce que les États peuvent véritablement lutter contre ces inégalités à partir du moment où il y en a qui sont en capacité d'échapper en fait à la régulation ? Malheureusement, dans une certaine mesure seulement, du moins dans l'Union européenne, où je trouve vraiment qu'il faudrait une harmonisation fiscale. Et les pays dont il est question ici font tous partie de l'Union européenne. Nous n'arriverons malheureusement pas tout de suite à nous débarrasser des îles Caïmans en tant que paradis fiscal, même si les efforts mondiaux devraient bien sûr viser à exercer une forte pression sur ces pays qui autorisent l'évasion fiscale à une si grande échelle. Paloma Alonso, en fait, vous voyez bien la problématique, c'est qu'il y a des gens qui échappent à l'impôt, et notamment cette dynastie patrimoniale dont on parlait. Est-ce que vous, cette idée d'avoir une harmonisation fiscale au niveau européen, vous y voyez du bon ? Je ne suis pas pour l'harmonisation, mais pour la suppression. Il est vrai que chaque pays a sa propre fiscalité, mais les taxes rendent certains plus pauvres et d'autres plus riches. Pourquoi cherchons-nous toujours l'égalité dans laquelle nous sommes pauvres et non celle dans laquelle nous sommes tous riches ? Je vote pour la suppression des droits de succession à 100%. Je crois que nous sommes au moins d'accord sur un point. Je voudrais aussi l'égalité des richesses, mais pas en supprimant les impôts, en les redistribuant. André Masson, vous serez le juge de paix. Oui. Alors, la première chose à faire, comme je l'ai déjà dit, et on voit avec Paloma, c'est ce qui ressort, c'est que s'il y a une harmonisation fiscale en matière de droits de succession, ce qui va sortir est leur suppression. Il n'y a rien à faire, c'est ça qui va sortir. Donc, surtout pas d'harmonisation fiscale en matière de droits de succession. Deuxième... Surtout pas d'harmonisation fiscale au niveau européen. Non, surtout pas. Par contre, sur l'impôt annuel sur la fortune, n'oubliez pas Zuckerberg, il a 37-38 ans. Si vous attendez l'héritage pour le taxer, ça va être plus de 50 ans. Donc là, l'enjeu, selon vous, c'est que plutôt que de taxer l'héritage de manière très forte, plutôt que de l'abolir ou d'abolir les droits de succession, à un moment, il va falloir taxer la fortune de manière claire et nette. Voilà, et là... vous avez un problème d'exil fiscal. Et là, il faut une harmonisation et une coordination des politiques fiscales en Europe et dans le monde. Et là, il faut regarder ce qui se passe dans les paradis fiscaux. Donc, faut-il de l'harmonisation fiscale en matière de fiscalité du patrimoine et du capital? Oui, mais pas pour les droits de succession. Je force. Voilà, donc on aura eu l'ordonnance du docteur Masson pour savoir comment régler la problématique, faire en sorte qu'on taxe véritablement la fortune avant d'arriver justement sur le cercueil et se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces questions. Merci Corentin. Tout de suite, c'est le grand entretien. Je reçois l'anthropologue et sociologue Nicole Lapierre.
Anthropologue, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, Nicole Lapierre réfléchit sur l'identité, la mémoire et les liens intergénérationnels. Une réflexion qui résonne particulièrement avec sa trajectoire. À la fin des années 80, au moment où le bloc communiste se fissure déjà, elle cherche un autre héritage, sa propre identité, son histoire familiale, celle des Juifs ashkénazes de Płock en Pologne, presque tous disparus pendant l'Holocauste. En 2015, le prix Médicis vient couronner son ouvrage « Sauf qui peut la vie », dans lequel elle explore les transmissions douloureuses. Bonsoir Nicole Lapierre. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Que signifie selon vous hériter et de quoi on hérite? Alors on hérite d'énormément de choses très diverses. J'ai entendu le débat précédent sur les patrimoines, mais on hérite de souvenirs, de manières de faire, je ne sais pas, de recettes de cuisine, de petits objets sans réelle valeur, mais ayant beaucoup de signification, de goût, de manière d'être, de secrets aussi. Paradoxalement, des secrets, on n'en hérite pas, mais si, parce que des choses aussi négatives peuvent peser dans les héritages. On entend que l'héritage, donc c'est un lien aussi avec des trajectoires. Ce sont des histoires, des histoires familiales aussi, parfois des traumatismes qui traversent les générations malgré les non-dits, parce que c'est pas verbal en fait la transmission. Ce n'est pas que quelque chose qui est élaboré. Ce n'est ni uniquement matériel, ni uniquement verbal. Il y a aussi des sentiments, des émotions, des manières d'être, il y a beaucoup de choses. Donc c'est impossible que rien ne soit transmis. En revanche, vous avez raison, une histoire familiale peut être tue pour diverses raisons, parce qu'elle est traumatique, parce qu'elle est honteuse. Et à ce moment-là, si elle est tue, alors même si elle est tue, quelque chose se transmet de ce silence, généralement. Ça peut être, par exemple, une honte sociale, donc une histoire qui n'est pas transmise, ou ça peut être une histoire traumatique. La mémoire sur laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire la mémoire juive après le génocide, n'a pas toujours été transmise dans les familles ashkénazes comme la mienne. Pas parce que c'était honteux ou secret, mais parce qu'il fallait alléger la génération suivante, la projeter dans la vie, dans la joie, et pas la plomber par une histoire douloureuse. Mais alors justement, dans votre livre « Le silence de la mémoire », vous racontez juste cette quête personnelle pour retrouver ses racines. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller chercher l'histoire des vôtres? J'étais en recherche d'une mémoire, d'un récit qui ne m'avait pas été transmis, puisque dans ma famille, comme dans beaucoup d'autres, les parents ne racontaient pas. À cette époque-là, dans ma génération née après la guerre, dans les années 80, il y a eu un mouvement, disons, de revival juif, d'interrogation, à la fois sur ce qui s'était passé en France avec la collaboration, et à la fois sur les histoires, ce passé juif qui n'avait pas été transmis. Donc la démarche que j'ai entreprise, c'est-à-dire d'aller retrouver des personnes originaires de la même ville de Pologne, un peu partout dans le monde, pour recueillir leur mémoire, leurs récits, était une démarche que d'autres auraient voulu faire. Et quand le livre est paru, beaucoup s'y sont reconnus. Oui. Et vous, l'idée, c'était quoi? C'était de recoller une histoire transgénérationnelle? Il y a de ça, en effet. C'est-à-dire que j'ai remarqué, c'est mon cas, et c'était le cas de beaucoup d'autres, que c'est quand on devient soi-même parent qu'on se pose la question des transmissions. Avant, on ne se la posait pas. Alors, Nicole Lapierre, vous êtes née Nicole Colombe Liebstein en 1947 à Paris. Réfugiée en zone libre sous un faux nom pendant la guerre, vos parents et votre sœur, Francine, échappent à la déportation. À votre entrée au lycée, votre père, Israël Liebstein, change de nom en Jean Lapierre. Qu'est-ce que ça veut dire de changer de nom? Vous avez aussi travaillé là-dessus. Changer de nom, c'est changer d'identité, c'est se libérer du poids de l'histoire? C'est surtout changer d'identité pour les autres, fondamentalement. Je ne crois pas qu'on change profondément. Mais c'est, en tout cas pour ces familles juives qui ont changé de nom, c'était en finir avec des noms qui étaient comme l'étoile jaune, qui vous faisaient repérer un stigmate, exactement, repérer comme juif. Et puis, il faut dire aussi que on pense toujours que les noms existent de toute éternité.
C'est pas vrai, les états civils sont relativement récents et on a toujours l'impression que c'est le cœur du patrimoine, le nom. C'était pas vrai pour ces populations, c'était plus des stigmates qu'un nom qui aurait une valeur ou culturelle ou même cultuelle. Mais vous avez travaillé beaucoup sur les communautés justement juives, arméniennes, maghrébines, qui ont ou pas changé de nom parce qu'ils avaient des noms de résistants, qui ont gardé leur surnom de clandestins. Qu'est-ce que ça veut dire aussi quand on voit aujourd'hui dans une Europe qui est tentée par des formes de xénophobie nationaliste, où parfois on va rechercher les listes de noms, ça dit quelque chose aussi de la tentation de fracture d'une communauté nationale. Bien sûr. Il y a eu ça sous Vichy et avant, l'extrême droite avait fait comme ça des espèces d'annuaires en prenant les changements de nom, en faisant des listes à partir du journal officiel. Oui. Mais on voit ça aujourd'hui, à un moment, le Front National, devenu Rassemblement National, a fait ça, fait des listes. Et le nom, c'est quelque chose qui permet, en effet, d'assigner... vrai ou faux d'ailleurs, mais d'assigner une identité. C'est une identité supposée. Et donc, dans un climat, en effet, de racisme, de xénophobie, le nom peut être quelque chose de très difficile à porter. Et en même temps, je dis toujours que, quand même, se connaître de nom, c'est se connaître... très peu, finalement. Qu'est-ce que ça dit aussi de ce qu'on fait collectivement de nos traditions quand on travaille sur les communautés, comme vous l'avez fait, juives, arméniennes, maghrébines, etc. Il y a un commun, il y a des traditions communes, il y a une histoire commune. Pour autant, on a le sentiment qu'il y aurait des formes de fracture aujourd'hui parce que ce commun, cette histoire commune, ce patrimoine commun aurait été oublié. Quand il n'y a pas de futur, quand il n'y a pas de projet commun, alors on se replie en effet sur le passé, on se replie sur chacun, sa mémoire, son passé, son clocher, et ce sont des éléments en effet de fracture du monde social. Mais ce que vous nous dites, c'est que en fait, à force de ne pas construire un futur en commun, on se tourne en fait tous vers nos héritages et nos patrimoines singuliers. Bon, on peut partager du passé, on partage du passé, mais ce qui nous meut ensemble, c'est la société qu'on veut faire ensemble. On est mû par des projets et on fait vraiment société sur des projets et pas uniquement sur du patrimoine. Sinon, c'est le mort qui saisit le vif. Il y a quelque chose là qui nous plombe, qui nous enferme et qui est très dangereux et qui mine un peu nos sociétés aujourd'hui, en effet. Mais c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans les questions qui se posent aux communautés européennes et même plus larges, aux États-Unis, autour de l'esclavage, des mouvements de décolonisation. Cette idée qu'il y a une mémoire traumatique qui se transmet en fait, de génération en génération. Est-ce que véritablement cet héritage-là, on peut éteindre la flamme ? Quand on parle de mémoire, de préjudice, de traumatisme, vous parliez de l'esclavage, il y a un problème de reconnaissance publique des préjudices qui ont eu lieu. C'est l'histoire des Arméniens, par exemple. Bien sûr. Ça a traversé des générations parce qu'il y avait toujours la négation du génocide des Arméniens par l'État turc. Et c'était insupportable parce qu'il y avait des histoires absolument traumatisantes dans les familles. Quand les choses sont publiquement reconnues, elles s'apaisent. Si ce n'est pas le cas, alors il y a ces espèces de rivalités mémorielles, ces revendications qui butent toujours sur un mur de non-reconnaissance. Et ça empoisonne l'atmosphère. Ça empoisonne l'atmosphère, ça empoisonne effectivement nos sociétés. Et j'entends que quand on doit se construire une identité, alors que
notre héritage n'est pas forcément reconnu. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un biais. Merci beaucoup, Nicolas Pierre, d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, 27, c'est fini. Mais comme vous le savez, notre grande consultation continue. Vous êtes très nombreux à y participer et merci pour cela. Dans les prochaines semaines, nous parlerons du travail des jeunes, du mal-être des agriculteurs, entre autres. Vous avez envie de débattre, alors écrivez-nous. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.